Le cinéma français. Vaste sujet, n'est-il pas? Le cinéma français est un cinéma qui est soit détesté, soit admiré, mais que l'on ne peut jamais ignorer. À chaque fois que l'on voit des cinéphiles ou même des gens du grand public parler du cinéma français, nous avons une guerre de chapelle entre ceux qui le détestent sans même le regarder ou le comprendre, et ceux qui l'adulent au point que ça devienne exagéré. En ce qui me concerne, je ne suis pas un grand amateur du cinéma français. Du moins, du cinéma français en prise de vue réelle. Pour ce qui est du cinéma d'animation, j'ai fait toute une vidéo à ce sujet. Mais même si je ne suis pas un grand amateur de cinéma français, c'est un cinéma que je respecte. Surtout depuis que, je le pense en tout cas, je commence à saisir l'essence du cinéma français. Car le cinéma français, c'est un cinéma qui, dans sa globalité, cherche avant tout à parler de l'humain, à traiter des sujets à l'échelle de l'homme, que ce soit nos comportements ou notre vie de tous les jours. C'est pour ça que beaucoup de gens se plaignent que le cinéma français, c'est que des comédies, c'est que des drames, c'est que des films policiers. En réalité, c'est parce que comme le film cherche à avant tout parler de l'humain, il va chercher avant tout à présenter des situations réalistes. Et du coup, ça va se focaliser sur des genres réalistes. Attention, je dis pas que c'est tout le cinéma américain. Si je prends par exemple les productions EuropaCorp, ils ne sont pas du tout dans ce domaine-là. Et il faut dire aussi qu'ils sont un peu plus proches d'un état d'esprit américain. Mais bon, je digresse. Si je respecte la volonté du cinéma de parler de l'humain, j'ai en revanche assez de mal avec l'approche qu'il fait pour traiter ces sujets. Car oui, pour aborder ce genre de sujet, le film va se vouloir le plus réaliste possible, et donc avoir une approche esthétique réaliste. Une caméra à l'épaule, une photographie proche de la vision humaine, ou même pas beaucoup de musique, ce genre de choses, quoi. L'un des meilleurs exemples actuels de cette volonté de réalisme, c'est le réalisateur Abdelatif Kechiche. Or, à titre personnel, j'aime quand un film met un peu d'artificialité, quand il traite de sujet de l'humain pour augmenter l'impact de ses scènes, l'impact émotionnel de ces scènes. Je ne parle pas forcément de mettre du grand spectacle, attention, je ne demande pas des blockbusters. Moi, ce que j'aime, c'est quand un cinéma parle de sujets humains, mais qu'il triche un peu avec la réalité pour augmenter son émotion. Et bien souvent, c'est ce que font les films que j'adore, comme La promesse de l'aube, Edmond, Nous trois ou rien. Et il suffit de voir quand le cinéma français sort de ses concepts réalistes pour aller dans des domaines un peu plus fictionnels, tout en continuant à parler de l'humain, qu'il nous donne des films plus qu'intéressants. Mais bon, je pense avoir assez digressé sur le cinéma français en général. Globalement, pour conclure, je dirais que c'est un cinéma qu'on a tort de sous-estimer et à qui on devrait laisser plus sa chance. Mais bon, si je vous dis tout ça, c'est parce que j'avais envie de vous parler de mon film français préféré. Et si je devais classer tous les films que j'ai vus, ils seraient très certainement dans mon top 5. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, nous parlons de Héros de Bruno Merle. Héros est le tout premier film de Bruno Merle sorti en 2007 et ayant fait la première scène d'ouverture de la Semaine de la Critique. Il en fut également scénariste avec Emmanuel Destremaux. Au casting de ce film, on retrouvera Michael Youn ainsi que son père Raphaël Benayoun, Patrick Chenet, Élodie Boucher et Jackie Berroyer, avec une musique composée par Rupert Pupkin. À sa sortie, le film aura un très bon accueil au sujet des professionnels et de la critique presse, qui le loueront. Mais par contre, au niveau du public, pas du tout. Le film fera 10 000 entrées. Ce n'est que dalle. Pour vous donner une idée, le film Bad Boys, qui est une daube infâme, qui s'est fait défoncer par tout le monde, au point de se retrouver très rapidement en SVOD sur TF1, et malgré tout, il arrive à faire 5 fois plus d'entrées au cinéma que l'a fait Héros. Cet échec critique aura un impact sur 2 personnes au moins. Bruno Merle d'abord, qui ne fera plus réalisateur pendant 10 ans avant de revenir récemment avec le film Felicita.
et Michael Youn qui ne voudra plus faire de films dramatiques et se concentrera à faire des comédies. Et c'est un échec que je ne comprends pas, que je trouve particulièrement injuste. Parce que ce film est génial. De quoi parle ce film? Pierre Forêt est un chauffeur de salle qui cache un profond mal-être. Suite à un pétage de plomb, il décide de kidnapper et de prendre en otage un chanteur qui l'idolâtre, Clovis Costa. Pourquoi ce film est si génial à mes yeux? Eh ben parce que pour moi, il traite de façon innovante et intéressante des tonnes de thématiques que l'on ne voit pas souvent. Et je vous propose que l'on voie ça tout de suite. Voilà comment Bruno Merle résume son film. Héros, c'est l'histoire d'un mec qui en a marre d'être drôle. Bon, dit comme ça, c'est sûr, c'est pas ragoûtant. Mais sous ce résumé simpliste se cache une véritable question, une véritable thématique. La vision du comique, du clown dans notre société. Vous savez, une personne peut avoir plusieurs images et selon la personnalité d'une personne, on va plus ou moins la prendre au sérieux. Et il y a une image à laquelle il est très difficile de se défaire, c'est l'image du comique, l'image du clown. Ce sont ces personnes qui sont la plupart du temps blagueurs, qui sont la plupart du temps rigolos, qui peuvent être lourdingues mais que l'on trouve sympa ou amusant. Sympa, amusant, mais qu'on ne prendra jamais au sérieux. Alors que on oublie très rapidement que sous cet aspect blagueur, sous cet aspect un peu foufou, il y a quelque chose derrière. Quelque chose qui peut être tout aussi triste que vous et moi. Et pourtant, quand un comique devient sérieux, on a du mal à le prendre au sérieux, justement. Soyez honnête. Combien de fois, lorsque vous avez vu un comique ou une personnalité comique dire « je t'aime », vous avez pris ça à la blague? Ou encore mieux, combien de fois on a pu entendre cette phrase du « mais moi je t'aime bien parce que tu me fais rire », comme si le fait d'être comique était incompatible pour avoir une relation amoureuse. Et c'est tellement compliqué pour un clown de se démarquer de cette image que lorsque dans les arts comme le cinéma, on a une personnalité de clown qui devient sérieux, ça choque tout le monde. Quand un acteur de film d'action ou de drame fait de la comédie, ça ne marque personne. Et je peux vous citer moult acteurs qui ont été des acteurs de films d'action ou de drame, mais qui ont joué dans des comédies et qui pourtant on continue de prendre au sérieux. Mais l'inverse, c'est un événement. Un clown qui devient sérieux, ça marque. Au tel point que dans le cinéma français, nous avons créé une expression pour ça. Quand un acteur comique veut faire un film sérieux, un film dramatique, on dit de lui qu'il a voulu faire son Ciao Pantin. Faire son Ciao Pantin. Une expression en référence au film de Claude Berry qui avait son personnage principal incarné par Michel Colucci, que vous connaissez tous sous le nom de Coluche. À l'époque, Coluche c'était le clown, le comique par excellence, si bien que lorsqu'il a tourné dans Ciao Pantin, ça a surpris et marqué tout le monde tellement on avait encore cette image de clown pour lui. C'est une thématique qu'aborde le film Héros, le malheur du clown. Le fait que l'on ait du mal à prendre quelqu'un de comique au sérieux. Quand t'es beau, on te croit. C'est pour ça que je suis venu à la musique, moi. Ah bah ouais. Après les beaux, les plus crédibles, c'est les chanteurs. Après, t'as les poètes et les peintres. Mais ça, peintre, je l'ai jamais senti. Après, t'as les acteurs.
Et à la fin, tout à la fin, il est drôle. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle Bruno Merle a choisi un acteur principalement comique pour incarner le rôle de Pierre Fauré, à savoir Michael Youn. Alors, pour parler vite fait de lui, je déteste Michael Youn en tant que comique. Je déteste son humour. Quand il est acteur de comique, je ne le trouve pas drôle, et quand il est réalisateur, je le trouve à chier. Alors imaginez quand c'est les deux. Du coup, quand j'ai vu qu'il était le personnage principal du film, autant vous dire que j'y allais à reculons. Et ben, il m'a très agréablement surpris. Dans ce film, il est excellent et il a révélé plusieurs fois que cet aspect de clown qu'on ne prenait pas assez au sérieux, il avait ressenti lui-même et s'est investi pour donner sa meilleure performance. Pour dire je t'aime, par exemple. Il y a encore un truc où ils vont dire que tous les je t'aime du monde se valent, du Baroque c'est dit avec le cœur ou une connerie comme ça, mais c'est pas vrai, putain. Me dis pas que c'est la même chose si tu le dis devant la grille du lycée Balzac à Châtenay-Malabry, ou si tu le dis, je sais pas, moi, sur une plage un soir, il y a un feu, elle est là à côté de toi et il y a du vent et... Bon, je sais, c'est une image à la con, mais dans la vraie vie, c'est des moments qui tuent, ça. Tu lui chantes une chanson d'amour, mais putain, trop magnifique et vous regardez même pas, tu vois, vous regardez, je sais pas, la mer et elle sourit et à la fin de la chanson, tu lui dis « Je t'aime ». Et t'avais pas prévu de le dire là comme ça, tu vois, c'était pas calculé, ça t'est sorti spontanément. Et elle le sait, et elle te croit. Et là, il se passe un truc magique, putain, un truc dans l'air, quoi. Et là, je te jure qu'elle te croit. Et ça me fait encore plus regretter que Héros ait fait un four, parce qu'ensuite à cela, il est revenu dans la comédie. Putain. Dans le film, Pierre Fauré est un chauffeur de salle. Son rôle, c'est de faire rire le public pour qu'il soit entraîné. Et du coup, la société le réduit à cette image, si bien qu'on ne l'appelle pas Pierre, mais Pi. Et le film insiste de manière intra- et extra-diégétique à nous refléter l'impact négatif que cette image lui a apporté. On puisse vraiment se rendre compte, et il faudrait que vous nous fassiez une petite démonstration. Hein. Allez, vous avez amené votre guitare? Allez-y, faites-nous rire. Dans l'intradiégèse, Pierre montre sa détestation du rire. Il montre à quel point il déteste qu'on rit avec lui. Et à chaque fois, il répète dans le film « Ne me prenez pas pour un rigolo ». Ceci démontre une partie de la psychologie du personnage, qui en a marre d'être ce clown, qui en a marre d'être ce comique qui a toujours le mot pour rire. Et cela est appuyé par la mise en scène du film. Dans le film, le rire est montré comme malsain, comme dérangeant, comme énervant. Il y a 3 moments qui montrent le rire de manière malaisante. Il y a d'abord la scène d'intro où les rires sont entrecoupés de la respiration bruyante et énervée de Pierre, soulignant son ras-le-bol du rire. Il y a ensuite la scène où Pierre fait tomber le cadavre de son père par la fenêtre, qui donne un énorme contre-emploi avec le son et l'image, et donne un aspect société du spectacle malsain. Enfin, la scène où Pierre se fracasse contre le sol qui est entrecoupée de rire. Déjà, ça montre l'abandon de Pierre, la résignation du clown, où il est à 2 doigts d'abandonner. Mais en plus de ça, ça insiste sur une montée dans l'esprit du personnage. Le rire ne l'énerve plus, le rire le blesse. C'est la thématique principale de ce film. Le malheur du clown. Ou le malheur de ces gens qui jouent le rôle de l'ami qui vient là pour être drôle. Et non, je n'ai pas choisi cette formule par hasard.
référence tout le long du film qui est assez explicite et qui va très bien avec la thématique du film, à savoir Cyrano de Bergerac. Car qu'est-ce que Cyrano de Bergerac? Cyrano de Bergerac, c'est une pièce de théâtre et un Gascon poète, téméraire et guerrier qui est amoureux de la belle Roxane, sa cousine. Oui, bon, à l'époque ça ne choquait pas. Mais qui a un énorme complexe sur son nez qui le rend laid. Et si on observe bien, il y a des personnages que l'on peut associer avec Cyrano de Bergerac. Par exemple, Pierre Forêt partage avec le héros Cyrano la complexité sur leur physique. Tous les deux sont persuadés que s'ils avaient été plus beaux, ils auraient été plus crédibles, plus prompts à parler d'amour. Enfin bon, j'aurais préféré être beau. Parce que là, je suis pas très... Je manque de crédibilité. Voilà. C'est ça le problème, le manque de crédibilité. Quand t'es beau, t'es plus crédible. Quand t'es beau, on te croit. Et le personnage de Lisa peut être vu comme une Roxane, une sorte d'idéal féminin pour le héros, un personnage belle et intelligente qui lui fait battre son cœur. Elle se marrait tout le temps. Même pendant le cul. Mais elle, c'était beau. Elle pleurait bien aussi. Putain, comment elle était belle. T'imagines même pas comment elle était belle. Enfin, elle est sûrement toujours. Bon, après, la grosse différence, c'est que dans le film Héros, il n'y a pas vraiment de Christian. Christian, c'est un petit peu l'idéal de beauté masculine dont se sert Cyrano pour faire la cour à Roxane. Et dans le film, il n'y a pas de Christian, il n'y a pas cet interprète. Pierre et Lisa ont notamment déjà eu une relation. Donc ici, ça rend la chose plus intéressante. Ce n'est pas le manque d'amour qui a provoqué le complexe du Cyrano, c'est la perte de l'amour. C'est la rupture entre Lisa et Pierre, que Pierre s'est dit qu'il n'était pas assez beau pour être crédible, qu'il n'était pas beau pour parler d'amour. Sauf que bien évidemment, cela se révèle faux puisqu'elle le dit elle-même. Elle préférait quand il était drôle. T'es pas drôle, Pierre, là. Je te préférais quand t'étais drôle. Mais Cyrano de Bergerac n'est pas seulement une référence gratuite, c'est un véritable symbole. La preuve en est qu'il n'est pas seulement utilisé pour refléter l'amour de Pierre envers Lisa, mais il est également aussi utilisé pour montrer la résolution de Pierre face à la mort. Cette résolution se fait en deux étapes. D'abord avec l'interprétation de la scène finale entre Roxane et Cyrano. Cette scène finale, tout comme la scène en question, est symbolique d'une chose. Avant de mourir, les deux personnages veulent déclarer leur amour indirectement une dernière fois. Et les Roxane entrent de plus en plus dans une compréhension du moment et vont de plus en plus dans le jeu des Cyrano malgré leur réticence. Ainsi, au début de la scène, Lisa n'a pas envie de faire cette scène, mais y est forcée par Pierre. Puis petit à petit, elle se donne de plus en plus et va à fond dans le jeu avant de terminer en se rendant compte que la folie de Pierre l'a contaminée. C'était la vôtre. Je ne vous aimais pas. Vous m'aimiez. C'était l'autre. Vous m'aimiez. Déjà, vous le dites plus bas. Non, cher amour. Je ne vous aimais pas. Vous avez entendu? Hein? Je vous l'avais dit. Ouais. Alors hein? Lisa. Arrive ensuite ce moment où Pierre va aller tout droit vers sa mort et qu'il l'accepte. D'abord par une réplique de Cyrano. Et bien qu'à la fin vous me mettrez à bas. N'importe. Je me bats. Mais également en s'exposant volontairement à la police et au tir. Allez, souriez les Mongols! Vous êtes au spectacle là, alors amusez-vous, hein? Et applaudissez aussi!
Mais il n'y a pas que pour Lisa que Pierre vouait un amour sincère et fou. La preuve, c'est que dans ce film, tout part d'un kidnapping. Kidnapping de l'idéal masculin de Pierre Forêt dans ce film, à savoir Clovis Costa. Je disais plutôt que, contrairement à Cyrano de Bergerac, Pierre n'avait pas son Christian. Mais il avait quand même son modèle idéal masculin, un modèle de beauté et de chanson, les deux choses qui, selon Pierre, sont essentielles à la crédibilité pour parler d'amour. Et ce modèle, c'est le personnage de Clovis Costa, interprété par Patrick Chenet. Clovis Costa qui, à mon avis, est fortement inspiré du chanteur Johnny Hallyday, et cela permet d'introduire une autre thématique du film, la vision d'un fan sur l'artiste qui l'admire. Ainsi, tout le long du film, Pierre va insister sur le fait que Clovis Costa est un personnage important pour lui. Il l'a idéalisé à fond et surtout il attend de Clovis Costa l'image qui s'est faite de cet artiste. La violence, les relations sexuelles, la drogue. Vous avez beaucoup compté pour moi. Regardez. Ça compte, ça. Et ça. Bon, ça suffit maintenant, détachez-moi. Hein. Ouais, voilà. Plus dur, tutoyez-moi. Ça suffit maintenant, détache-moi, bordel. Allez, plus dur encore. Allez. Putain, tu vas me détacher, bordel, ou je te jure, je t'en colle une, merde. Voilà, comme ça. Non, je peux pas vous détacher, sinon ça va mal finir. Je t'ai dit de me détacher, bordel. Tu sais ce que tu fais ou quoi, espèce de petit branleur? T'arrêtes tes conneries maintenant. T'as ce genre d'âge mental ou quoi? Mais qu'est-ce que tu crois? Tu me détaches. Connard, là! Connard, là! Eh oh, doucement, hein, quand même, hein. Parce que j'ai un flingue, hein. J'ai même eu l'impression que Bruno Merle s'est un peu inspiré de Misery. Mais bon, j'ai pas de source sérieuse pour prouver ça. C'est même le but du kidnapping. À la base, il veut que Clovis Costa fasse un concert dans lequel il pourrait lui-même chanter. Mais à cette thématique, Bruno Merle va rajouter une composante. La composante qu'il ne s'agit peut-être pas de Clovis Costa. En effet, durant le film, le personnage de Patrick Chenet va insister sur le fait que le personnage kidnappé n'est pas Clovis Costa. Il va dire par exemple que ses parents le surnomment GG. Il va insister sur une hésitation entre le tu et le vous, entre Clovis et moi. Mais le truc, c'est que tout le monde dit que c'est Clovis Costa. Pas seulement Pierre, les médias, la police, tout le monde dit que c'est lui. Bon, on peut se douter que c'est une manœuvre pour éviter que Pierre bute son otage. Et là où le film va être extrêmement intelligent, c'est qu'il va entretenir le doute jusqu'au bout. Ainsi, quand à la fin Patrick Chenet annonce les rôles, il ne va pas dire dans les rôles de Clovis Costa, il va dire dans le rôle de Clovis Costa et Germain Gardon. Alors, à ce stade, vous vous dites certainement que Pierre Forêt, c'est un petit peu un malade mental, c'est un peu un taré. Je veux dire, entre sa fixette sur Clovis Costa, le fait qu'il soit obsédé par son amour perdu envers Lisa, et son malheur du clown, le fait qu'il en a marre d'être drôle, ça doit être quand même un sacré taré. Et vous savez quoi? C'est le cas. Et c'est ce que traite admirablement bien le film. Il y a quand même une chose à dire du film. S'il est indéniable que Bruno Merle et Michael Youn aiment beaucoup le personnage de Pierre Forêt, ils n'hésitent quand même pas à mettre en avant une chose de manière admirable, c'est qu'il est fou. Tout le long du film, il est insisté sur le fait que Pierre est ce qu'on pourrait appeler un inadapté.
Un homme qui a caché sa folie, mais qui reste quand même fou à l'intérieur. Et la représentation de cette folie va aller crescendo. D'abord, on nous montre comme étant étourdi, immature, impulsif, voire un peu bêta. Rien de méchant, mais assez représenté comme n'étant pas dans la norme intellectuelle. Une mutation explosive et millénaire se fait. C'est le démembrement. Ah voilà, c'est ça. J'ai pas laissé cuire les pommes assez longtemps. C'est ça. Et surtout, j'ai pas mis de cannelle. Dans la recette, il disait de mettre de la cannelle, mais j'en ai pas trouvé. Je trouve rien dans cet appart. Puis, on monte d'un degré dans sa folie via deux éléments qu'on a déjà abordés. Déjà, le fait qu'il déteste le rire, puis par son fanatisme pour Clovis Costa. On monte encore d'un cran lorsqu'on se rend compte qu'il détient le cadavre de son père et qu'il continue d'interagir avec lui, également par le fait qu'il parle à quelqu'un qu'on va nommer le réalisateur. Ne vous inquiétez pas, vous allez comprendre. On monte encore dans son degré de folie qui cette fois-ci est poussé par la police qui n'a pas suivi ses demandes et l'a fait basculer encore plus dans la folie au point qu'il replonge dans ses souvenirs mais pas de manière linéaire, de manière chaotique. Et enfin, la phase finale, c'est quand tout a dérapé, le kidnapping, la police, le fait que Costa ait voulu le tuer, tout ça l'amène dans une phase finale où il est vraiment en mode « je n'ai plus rien à perdre », ce qui est représenté par son accoutrement en clown. Ah ça oui, quand vous vous mettez à mettre un costume de clown, c'est qu'on peut plus rien pour vous. Vous avez définitivement pété une durite. Je veux dire, autant vous envoyer directement à l'asile et vous enfermer sous clé, hein. Quoi? Mais attention, précisons une chose. Si Bruno Merle a très bien mis en avant le côté chaotique et destructeur de la folie de son personnage, il a quand même tenu à mettre également en avant le côté poétique, le côté artistique. Nous ne sommes pas seulement devant un fou dangereux, nous sommes face à un être immature, à quelqu'un qui est artistique, qui voulait être le héros de son histoire et dont cette obsession l'a conduit à la folie. Mais ce n'est pas seulement dans l'intradiégèse que le film va jouer sur ça. Cela va d'abord se montrer par ce qu'on pourrait appeler des fausses fins. En effet, à 3 reprises, le film va montrer Pierre se faire tuer avant d'interrompre ça par des images de poissons. Images de poissons qui correspondent à l'une des demandes de Pierre quand il va parler au réalisateur. D'ailleurs, si je peux me permettre, je trouve que ça manque de beauté dans ce film. C'est vrai que c'est quand même un peu laid tout ça pour l'instant. Hein. Non, il faut que ce soit un beau film. Alors, je crois que ça manque de trucs esthétisants. Tu crois pas? Genre de la nature, des nuages, des poissons. Oui, voilà, ça manque de poissons. Peut-être tu pourras mettre des poissons, hein? Déjà, ces fausses morts peuvent être vus comme les moments où la santé mentale de Pierre Forêt se brise de plus en plus. Je dis ça parce que sur les 5 grades de la folie que j'ai cités, 3 suivent cette logique et sont tout juste précédés de la fausse mort de Pierre. Et on ne peut pas compter le premier parce que c'est celle du tout début du film. Du coup, ça ne fait qu'une mort qui ne suit pas cette logique. Et c'est là où j'ai envie de dire que le titre du film prend tout son sens. Je m'explique. Pendant une bonne partie du film, Pierre va parler à cette personnalité qui n'existe pas, que je nomme le réalisateur. Sauf que s'il est confirmé que cette présence n'existe que dans la tête de Pierre, certaines modifications extradigétiques vont être réellement appliquées, comme les poissons ou plus subtilement le format du film. Car la première moitié du film est en format 4/3 et lorsque le réalisateur va demander une vraie caméra et de la pellicule, le film va passer en format 16/9, comme si on lui avait réellement fourni une caméra. C'est pour moi. Je veux une caméra. Une vraie caméra, pas vidéo. Et je veux de la pellicule aussi. Ça, plus les nombreux bris de 4e mur que va faire Pierre au réalisateur, on sent que c'est lui qui veut diriger le film. Et pourquoi il ferait ça? Eh ben, parce que dans sa folie, Pierre s'imagine être le héros de son histoire. Pas seulement parce que c'est le personnage principal, mais aussi parce qu'il se considère suffisamment important pour changer les choses. Pierre veut être le héros de son histoire. Déjà, il n'y a qu'à voir sa première revendication. Il veut carrément parler au président de la République. Bon. Mais rappelez-vous qu'on ne veut parler qu'au président de la République. Bon. Et lorsqu'il donne ce qu'il a réellement envie, c'est-à-dire faire le concert avec Clovis Costa, en réalité, c'était pas seulement chanter qu'il veut,
Ce qu'il veut, c'est qu'on le prenne au sérieux, qu'on le considère enfin comme un héros crédible. Et enfin, quand il veut faire la scène finale avec Lisa en direct, quand il veut interpréter Cyrano, qu'est-ce qu'il se dit? Qu'il se rebelle contre la société du spectacle. Dans ses propos, c'est « ils réclament du sang, on leur donne Cyrano, on est plus fort qu'eux ». Eux là, hein? Dans leur petite maison, dans leur petit canapé, ils nous regardent. Ils veulent du sang et nous on leur fait Cyrano, putain, on est plus fort qu'eux. On les baisse si on leur fait Cyrano, tu comprends ça? Hein? Ils vont plus rigoler là, putain. Nous on leur fait Cyrano, bordel de merde. Cyrano! Cyrano, hein? Et quand on comprend cet état d'esprit, on comprend la vraie thématique principale. On comprend que le malheur du clown, l'illusion du fan, Cyrano de Bergerac, tout ça, ce sont des thématiques qui permettent d'en faire passer une principale en sous-marin. Et quand on comprend ça, ça rend le personnage encore plus attachant. Parce que c'est une thématique qui nous touche tous, à laquelle on peut tous s'identifier. L'envie d'être le héros de notre histoire. Qui n'a jamais eu envie de ça? Qui n'a jamais eu envie d'être le héros de notre propre histoire? D'avoir ce besoin ultime de reconnaissance, d'être crédible, d'être apprécié aux yeux de tous. Et c'est aussi pour ça que pour moi, ce film c'est plus qu'un excellent film. C'est un bouleversement. Mon premier visionnage de Héros a été un choc des plus totales. J'ai été absorbé par ce film. J'ai été happé. Quand je l'ai vu la première fois, j'avais l'impression qu'il me parlait directement. J'avais l'impression que ce film m'avait compris. Le traitement de sa thématique, sa mise en scène, ses personnages, son ambiance chaotique qui pèse tout le long du film. Tout ça m'a donné l'impression que ce film a déterré un mal-être que j'avais enfoui en moi et qu'il avait mis les mots dessus. Ce film, la première fois que je l'ai vu. Et je l'ai revu. Encore et encore. À chaque fois avec un grand plaisir. Ce film est mon film français préféré. Un chef-d'œuvre absolu. Et un de mes plus beaux émois cinématographiques. Depuis, je creuse de plus en plus ma cinéphilie. Et je comprends que ce film ne soit pas facile d'accès à tout le monde, qu'il faut le voir avec un certain état d'esprit, qu'il faut le voir dans certaines conditions, et que certains ne l'apprécieront pas, même en se mettant dans un bon état d'esprit. Mais si j'ai un conseil à vous donner, c'est de lui laisser une chance. Parce que ce film le mérite. Voilà, c'était ma vidéo sur Héros de Bruno Merle. Et j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce vers si c'est le cas, et à partager sur les réseaux sociaux. D'ici là, allez au cinéma, ciao! Quand je te sens gronder et faire trembler la terre, quand je t'entends chanter sous des pluies de lumière, quand je te veux violent ou plus doux qu'un enfant, quand pour toi je suis chien, maître et Dieu à la fois, quand ton cœur m'appartient, que mon âme est à toi, quand pour que tu me crois, je fais saigner ma voix, c'est mon corps que j'immole, c'est mon corps que j'immole, s'il faut brûler l'idole, oh, c'est mon corps que j'immole.